Je dis qu'en Tunisie, malheureusement, et c'est ça qui fait le décalage entre les potentialités et les atouts dont dispose cette société vivante, pétillante, pleine de compétences, parce que pleine de compétences, c'est une réalité, parce qu'au lendemain de l'indépendance, il y a eu des choix fondamentaux qui allaient dans le bon sens. Éducation, émancipation de la femme, scolarisation généralisée, qui fait qu'aujourd'hui, on a près de 400 000 étudiants à notre université et que plus de la moitié sont des filles. Voilà les atouts. Mais on est en décalage parce que chez nous, le mur de Berlin ne s'est pas encore effondré. Et lorsque nous parlons de ces conditions difficiles, nous entendons des interpellations tout à fait légitimes pour dire « mais oui, l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est son programme, son projet ?» Mais ça, c'est... Vous regardez les choses sous l'angle parisien. Absolument, je le dis sans absolument aucune envie de polémiquer. Là où le mur de Berlin, avant sa chute, on ne demandait pas à l'opposition russe, tchèque, quel est son projet, quel est son programme, pourquoi elle n'est pas au contact de la rue, et ainsi de suite. Parce que on est dans une situation où seule une certaine forme de dissidence, de résistance est possible. Tout ce qu'on fait, on le fait en résistant. Ça ne veut pas dire que l'opposition ne possède pas une force, parce qu'il y a dans tous les partis de l'opposition démocratique, il y a des cadres, il y a des intelligences, il y a des gens brillants qui ne demandent qu'à s'exprimer pour le bien de la Tunisie. Malheureusement, on les empêche au profit d'autres dans le seul savoir-faire et de blanchir tout ce qui se fait en Tunisie actuellement. Tous les hommes et les femmes qui sont passés ici représentent les 4 stratégies où une société complètement occupée de l'intérieur par son État essaie de se débrouiller pour passer de la démocratie frelatée à la démocratie. Alors vous avez eu la stratégie des droits de l'homme. Les droits de l'homme, effectivement, on dénonce, on fait des rapports, on travaille sur l'aspect technique de la situation, etc., etc. Je suis un homme des droits de l'homme, j'ai fait toute ma vie dans les droits de l'homme, j'y crois passionnément, mais ma religion est faite aujourd'hui après 30 années d'activité des droits de l'homme. Pour sauver, protéger et promouvoir les droits de l'homme, il faut maintenant que nous trouvions autre chose que les droits de l'homme. Voilà ma conviction profonde, parce que les dictatures se sont parfaitement organisées, se sont parfaitement vaccinées contre ces fameux droits de l'homme. Ensuite, vous avez la stratégie qui consiste à dire « moi, je vais être à l'intérieur du système et je vais le faire changer ». Alors, vous avez ici l'exemple de Tajdid. Alors, pour moi, l'idée de rentrer dans les structures de la dictature et de prétendre les changer de l'intérieur est une aberration. Je voudrais ici poser la question aux représentants de Tajdid. Il a dit lui-même qu'ils ont 3 députés actuellement dans le Parlement. Est-ce que ces 3 députés ont été nommés par le peuple? Ils ont été nommés par le pouvoir et dans le cadre d'un marché. Est-ce que si demain le Tajdid ou un autre parti a un représentant, est-ce qu'il va dire non, je refuse que le ministre de l'Intérieur décide combien de députés j'ai et je refuse de participer et je n'accepte pas cette nomination? Est-ce qu'ils vont le faire? Moi je vous dis, ils n'accepteront pas de le faire. Et ensuite vous avez la stratégie qui a été ici représentée par mes 2 collègues et néanmoins amis, à savoir Najib Chebbi et Moustapha Jaf. Alors là évidemment la situation est plus complexe. Excusez-moi d'utiliser un terme vulgaire. Ici on est dans le système du cul entre les 2 chaises. Donc on n'est pas avec le pouvoir, mais on n'est pas non plus contre. On n'est pas non plus dans la rupture. On ne pose pas le problème de la légitimité de ce pouvoir. Et là, ces gens-là ont un raisonnement dont la subtilité me dépasse. C'est quoi ce raisonnement? Oui, nous savons que c'est un jeu pipé. Mais nous voulons participer à ce jeu pipé. Nous voulons participer à ce jeu pipé. Attendez, pour faire quoi? Eh bien, pour dire que c'est un jeu pipé, pour dénoncer le caractère pipé de ce jeu. Enfin, attendez, ça a l'air de quoi? De qui se moque-t-on? Et enfin, vous avez la 4e stratégie que je représente. Et je dois avouer qu'elle est tout aussi nulle. Cette stratégie, c'est de dire, appelons au boycott. Le problème de cette stratégie, je m'en suis rendu compte en 2006, quand j'ai voulu retourner en Tunisie, soi-disant pour faire bouger les foules, c'est que les foules, elles ne bougent pas. Elles sont trop malignes pour bouger dans des rapports de force qui ne sont pas encore les leurs. D'autre part, ces foules, de toutes les façons, boycottent.
Pour ces élections, ces fameuses élections, il n'y aura même pas 10% des gens qui iront voter. Alors effectivement, les gens peuvent rester chez eux, ils ont boycotté, mais le gouvernement s'en fout, puisque de toutes les façons, il est capable non seulement d'enfler les 95% ou peut-être les 97% du score du président chronique, mais ils vont surtout être capables d'enfler aussi les chiffres de la participation. Donc à quoi ça sert? 4 stratégies qui ont prouvé leur inefficacité pour faire basculer la démocratie frelatée vers la démocratie réelle. Alors où on va? Eh bien moi je vous le dis honnêtement, en tant qu'acteur politique, moi j'ai l'impression que il y a 2 solutions, soit l'implosion, soit l'explosion. La Tunisie va soit imploser, soit exploser. Imploser, c'est-à-dire que l'ensemble des sous-systèmes, le système de santé, le système éducatif, le système de la presse, le système de valeurs, tout ça va pourrir tranquillement. Et ce pays va effectivement devenir un pays de plus en plus attardé, de plus en plus malheureux, de plus en plus misérable, de plus en plus barbare. Ça, c'est l'implosion. Ou bien l'explosion. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, d'où est-ce qu'elle va venir, d'Ordef, du Sud, je ne sais pas trop quoi, mais le choix est devant ce blocage, cette incapacité du pouvoir à changer, et cette incapacité de l'opposition, entre guillemets, à faire changer, eh bien, nous avons le choix entre l'implosion et l'explosion. La lutte contre la dictature se mène en Tunisie et nulle part ailleurs. Je comprends que des islamistes condamnés à des peines de plusieurs années, des dizaines d'années, soient obligés d'être à l'exil à Londres ou à Paris. Mais je ne comprends pas qu'un leader de la résistance contre la dictature vienne, dans un exil volontaire, donner des leçons à ceux qui mènent cette résistance. Qu'est-ce que cette spéculation sur l'implosion? On va se mettre à Paris ou ailleurs, ou à Tunis, à sortir des déclarations verbales, inflammées, et attendre que le peuple un jour sorte, abatte la dictature et nous amène pour nous inviter à aller à Carthage. Ce n'est pas notre conception. Et lorsque je parle au nom de partis fondés par des militants qui ont passé de très longues années dans les prisons, à l'exil, dans la lutte clandestine. Nous ne sommes pas des verbaux. Nous sommes à Tunis. Nous ouvrons des sections qui sont de petits appartements dans les villes, mais c'est les seuls lieux de liberté qui sont offerts à tous les hommes libres pour mener une action effective sur le terrain contre la dictature. Il ne s'agit pas de vouloir amender la dictature, il faut l'abattre. Les dictatures, ça s'abat. Il faut abattre la dictature, d'autant plus que c'est une dictature mafieuse et non même pas une dictature idéologique. Est-ce que vous considérez justement que votre parti est une menace pour le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de gens, assez d'armes, assez de financement, assez de soutien pour pouvoir menacer clairement le... Mais bien sûr que non. Je suis un peu désespérée. Je pense qu'il n'y a pas pour nous, Tunisiens, de perspective réelle d'alternance au pouvoir par les élections, de manière paisible et de manière civile. Je pense qu'effectivement, il y a une très grande menace sur la Tunisie parce qu'il n'y a pas cette perspective réelle et que les partis politiques, s'ils sont dans cet état qu'on leur reproche d'être des proto-partis ou des partis confinés, c'est parce que le jeu politique est faussé à la base et qu'ils se battent en sachant qu'ils ne peuvent pas atteindre le pouvoir. Donc le combat n'est pas réel, il est presque imaginaire, il est presque virtuel. Aucun parti à lui tout seul, à moins d'avoir des prétentions hégémoniques avant la lettre, ne peut avoir aujourd'hui la prétention de pouvoir contrebalancer les forces d'un parti qui fonctionne beaucoup plus comme une machine de quadrillage et d'encadrement qu'un véritable parti politique. Nous le savons tous, mais il a une cellule dans chaque quartier, on a parlé des cellules professionnelles qui sont même dans les ministères de souveraineté, enfin une organisation qui rappelle fort les pays communistes des pays de l'Est. Aujourd'hui, pour contrebalancer ce pouvoir exorbitant, cette hégémonie du parti au pouvoir, il faut que l'opposition se rassemble. Mais se rassembler, encore une fois, c'est le schéma occidental. Se rassembler ne veut pas dire ou déboucher forcément sur un candidat unique. Déboucher sur un candidat unique, c'est lorsque commence à naître l'espoir de pouvoir vivre une véritable compétition. La grande question aujourd'hui, c'est comment remobiliser la population, la ramener à s'intéresser à la chose publique. Et donc, je crains fort, je le dis comme ça parce que je le sens, je crains fort que l'appel au boycott, d'abord n'aille dans le sens des gens qui veulent garder le statu quo
Et d'un autre côté, on aggrave ce grand mouvement d'indifférence et de démission qui malheureusement aujourd'hui caractérise la rue. Bien entendu, on peut en tirer satisfaction lorsqu'on appelle au boycott. On est sûr d'être majoritaire aujourd'hui en Tunisie. Le seul salut pour l'opposition démocratique en Tunisie, c'est le terrain. On y croit plus que jamais. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, on est empêché, on résiste, on tient bon et on obtient gain de cause. Il faut multiplier les initiatives, il ne faut pas se cacher, il faut aller vers les gens, il faut que les programmes soient compris par les gens avant qu'ils ne soient destinés au pouvoir. Je vous dis, ce qui manque aujourd'hui, c'est le contact avec la population. C'est comment sortir cette population de l'indifférence. Vous avez un exemple précis. L'université a été de tout temps, avant l'indépendance et après l'indépendance, le creuset de la réflexion et de l'action politique. Mais en même temps, malgré ce pessimisme, je pense que je dois être optimiste en vous voyant d'abord agir d'une autre manière qui n'est peut-être pas la nôtre, celle de la génération d'avant. Je les vois agir par la télévision, par le théâtre, par la création, par la peinture, par beaucoup de choses. Et on les voit dans les facultés, ils sont très créatifs. Et je pense que les gens parlent de plus en plus, je ne sais pas lequel a dit la peur a changé de camp. Je crois que la peur qui existait il y a encore une dizaine d'années ou peut-être 5 ans, je pense qu'elle a changé de camp.